En fait, il y a une montagne d'absurdité que j'aime énormément dans plein de pays. Un décalage énorme culturel. Moi, c'est un peu ça, la folie quotidienne, en fait. Bienvenue sur le podcast dédié au voyage et à l'expatriation. Si vous avez toujours rêvé de voyager tout en travaillant, eh bien vous verrez que c'est tout à fait possible. Dans ce 5e épisode, je reçois Cécile qui a passé plusieurs années à l'étranger en tant que prof de FLE. Après une première expérience réussie en Slovénie, elle part faire du bénévolat au Pérou pendant plusieurs mois, puis décide de poursuivre l'aventure en faisant un stage à l'Institut français d'Istanbul. Elle tente une nouvelle expérience en Estonie, cette fois pendant 1 an, en travaillant pour la coopération militaire avant de signer un CDI au Maroc. Depuis un peu plus d'1 an, elle est revenue s'installer en France, à Marseille, où elle continue d'enseigner aux personnes dont le français n'est pas la langue maternelle. Pour commencer, je lui ai donc naturellement demandé de revenir un peu sur son parcours. Bonne écoute! J'ai eu un parcours un peu étrange parce que j'étais en Master 1 en linguistique générale et en fait j'avais déjà pris cette option de FLE mais ça me parlait pas des masses à ce moment-là. Et cette année-là, j'avais décidé de partir en Erasmus en Slovénie. Et donc c'était plus simple pour moi de faire ce parcours-là, comme ça en Slovénie je pouvais en même temps enseigner le français. Mais alors c'était vraiment complètement au hasard, sachant qu'avant j'étais en linguistique générale, sciences du langage, tu vois. Donc j'arrive en Slovénie, etc. Un Erasmus normal, c'était en 2000, combien, 2006 je crois, 2007, ouais. Et donc là, je me retrouve à enseigner le français aux Slovènes dans les lycées, etc. Donc c'était rigolo quand même. En plus, j'étais toute jeune et tout. J'avais 1 an de plus qu'eux ou 2 ans de plus qu'eux. Donc j'avais trop peur. C'était rigolo comme tout. Je mettais des talons en me disant c'est bon, j'aurais l'air plus âgée et tout. J'avais assez peur, mais c'était quand même très marrant. Et en fait, c'était ça ma première petite expérience, mais j'avais pas du tout l'intention de travailler là-dedans. Parce que je m'étais dit, ah non, pour avoir du travail, il faut que j'associe la linguistique avec l'informatique. Il y a du boulot là-dedans, dans ce qu'on appelle le traitement de la langue. Et du coup, je pensais, en revenant en France, faire un master là-dedans. Et donc, complètement arrêter le FLE. Pour moi, c'était juste une année comme ça où je faisais Erasmus et voilà. Et ensuite, je pensais revenir en France et faire du traitement de la langue. Ce que j'ai fait. Donc, j'ai fait mon master dans le traitement de la langue. J'ai commencé à travailler un petit peu là-dedans. En fait, à travailler un petit peu, j'ai commencé une thèse que j'ai arrêtée au bout de 2 ans parce que ça m'a saoulée. Et c'était une thèse en informatique. Et voilà, donc à ce moment-là, j'ai un peu pété un plomb en me disant bon, allez oust, je vais faire autre chose. Et là, je suis partie me promener, je suis partie au Pérou en fait pendant 7 mois. Et donc c'était assez chouette. Donc j'ai fait surtout du bénévolat en fait dans une petite asso sur place avec des cours de français, des cours d'anglais aussi. Donc quand tu dis bénévolat, c'est-à-dire que tu avais quand même la bouffe et le logement Pas du tout. Pas du tout. Ah oui, juste bénévole. Ouais, complètement bénévolat. En fait, j'avais pas non plus envie de dépendre trop d'une structure. Et je suis arrivée au Pérou, je me suis installée dans une ville et je me dis ok, on va regarder ce qu'on peut faire en gros. Et il y avait un petit centre culturel. Et je me suis dit ok, je peux travailler un petit peu avec eux, mais j'avais pas envie de faire de telle heure à telle heure exactement ni rien. Mais t'avais envie d'être libre, de te barrer quand tu voulais. Exactement. Et donc je me suis retrouvée à enseigner à nouveau. Alors pour le coup, c'était un cadre complètement différent, mais voilà, enseigner à nouveau, donc l'anglais, un petit peu de français, mais ça les intéressait assez peu, et un petit peu de théâtre, art plastique, etc. Donc c'était assez rigolo. Et après ça, je me suis dit, bon, allez Cécile, maintenant, tu es sûre que tu ne veux pas travailler dans le traitement de la langue, donc pourquoi pas reprendre le FLE, comme j'avais déjà eu une expérience d'1 an auparavant, quelques années avant. Et en fait, il fallait juste que je fasse un Master 2, que je m'inscrive en Master 2, donc c'était assez simple pour moi, étant donné que j'avais déjà la première année de Master. Donc je suis rentrée en France, j'ai fait la 2e année de Master, et puis ensuite, boum, c'était parti, quoi. Je me suis retrouvée à faire des stages un petit peu à droite à gauche à l'étranger, et ensuite, essentiellement, à travailler à l'étranger, parce que c'est toujours plus simple dans le FLE de travailler à l'étranger qu'en France. Ouais, ça justement, on y reviendra plus en détail un peu plus tard, parce que là, toi, t'as quand même fait au départ de la linguistique, et ensuite, ton M1 en FLE, donc t'étais quand même sur les rails pour y accéder, mais si, par exemple, je sais pas, il faut avoir quel type de master, il faut absolument avoir un master, par exemple, pour pouvoir postuler et prétendre à... C'est quoi, c'est un concours, le FLE Non, c'est pas un concours du tout, en fait, pour prétendre à des postes, tout simplement. Non, t'en as pas besoin. En fait, même si t'as rien du tout, si vraiment ils sont en rate de prof, on peut quand même t'embaucher. En revanche, généralement, on va te demander au moins d'avoir une licence, souvent un Master 1.
Ensuite, il y a des petits diplômes en fait qu'on peut passer avec l'Alliance française de Paris, par exemple. Euh, bon voilà, tu peux avoir des petits diplômes en suivant différentes formations qui sont pas comme le master. D'accord. Et quand même être embauché. Mais principalement, en fait, il y a un diplôme qui s'appelle le DAFLE, Ouais. qui se passe avec l'Alliance française de Paris, et qui marche assez bien, en fait. C'est-à-dire que si tu l'as, bon, c'est... T'es embauchable Ouais, facilement dans les alliances. Ouais. Généralement, encore plus si t'as un master. Généralement, t'es toujours un peu prioritaire quand t'as un master. Mais sinon, le DAFLE, ça marche assez bien. Et ensuite, si t'as juste un master 1 ou bien une licence, bon, ça peut suffire aussi, mais c'est vraiment si l'entreprise cherche et ne trouve pas. Mais généralement, si t'as un master, t'es souvent un peu prioritaire, donc c'est plus simple, en fait, faire D'accord. du travail à droite à gauche dans le monde. Ouais, parce que moi j'avais entendu parler, oui, qu'effectivement, maintenant c'était devenu un peu plus compliqué quand t'avais pas justement ce DAFLE là, enfin en tout cas voilà, un diplôme plus spécifique pour l'enseignement, que c'était plus compliqué de trouver justement du boulot à l'étranger dans les alliances françaises. Et toi, donc du coup, tu dis que c'est pas forcément vrai. Non, Non, il y a encore des possibilités d'y aller en ayant bon, effectivement une licence ou un master qui n'ont rien à voir. On peut prétendre quand même bosser dans les alliances. Quoi. bah, ça arrive. Enfin, j'ai eu des collègues qui n'avaient pas de Master 2 et qui travaillaient quand même avec moi, donc ça arrive. Mais c'est juste que si l'Alliance cherche quelqu'un, en priorité, généralement, on va prendre, on va prendre quelqu'un qui a le Master ou bien le DAFLE. D'accord. Généralement en priorité, mais tu vois, il y a vraiment de tout hein, comme prof ensuite, donc ça arrive que non. Du coup, après ton M2, première expérience À Istanbul. à Istanbul. Ok. Ouais, à l'Institut français d'Istanbul. Je suis restée là-bas de février à juillet, à peu près, ouais. Et donc là, c'était super intéressant, en fait, parce que l'unique expérience que j'avais eue, en fait, c'était en Slovénie, et ensuite dans une petite association, mais c'était pas du tout d'après les critères. Il y a quand même tout un cadre européen pour les langues qu'il faut suivre dans les instituts français, l'Alliance française, des manières pédagogiques de faire, etc. à suivre. Et donc c'était tout nouveau pour moi, donc c'était assez chouette parce que j'ai découvert plein de trucs. J'ai eu beaucoup de chance parce que j'avais une directrice de stage qui était fantastique en fait et qui m'aidait vachement. C'est-à-dire que j'allais la voir régulièrement, lui demandant des idées, etc. Elle travaillait vachement sur les jeux, donc c'était assez ludique comme approche. Donc c'était vraiment très bien, elle me donnait plein d'idées. Et voilà, je me suis retrouvée à enseigner, donc c'était à des adultes. Un peu tout niveau, je sais pas si ça te parle, les niveaux de langue A1, A2, B1, B2, C1, C2. On a besoin notamment quand on est français et qu'on veut aller par exemple en Erasmus, on a aussi ce système de langue là. Ouais. Bon, c'est une évaluation hein, encore une fois, bon c'est pas forcément... En fait c'est un cadre européen de référence qu'on a voilà. pour les langues, donc il fonctionne pour toutes les langues. Et en gros A1 tu es débutant, et C2 locuteur natif. Donc voilà, tu as plus ou moins cette progression. Donc je me retrouve à Istanbul à enseigner, je sais plus, il y avait un petit peu tous les niveaux je crois. A1, A2, B1, B2, C1 aussi. Et voilà, première expérience où en parallèle j'écrivais mon mémoire pour la fac. Voilà, donc je suis restée 6-7 mois là-bas. Ensuite j'ai enchaîné sur un contrat en Estonie. Alors ça c'était rigolo aussi. C'était en fait un an de stage avec le ministère des Affaires étrangères. D'accord, et pourquoi un stage? Parce que du coup, tu avais fini ton M2 à Istanbul. Donc, oui, non, j'étais pas du tout obligée de faire un stage, c'est juste que... Mais bon. c'était un stage, comment t'as pu avoir l'intitulé? Enfin, t'avais une convention de stage ou c'était un stage J'avais une convention de stage en fait. Parce que tu t'es réinscrite à la fac ou... Ouais, j'ai fait une magouille avec la fac pour rester inscrite, pour rester inscrite un an de plus, etc. pour que ça fonctionne. Parce que ce stage était à la base assez intéressant en fait pour moi parce que j'avais plein de trucs à faire là-dedans. Enfin, les missions qui m'étaient attribuées m'intéressaient beaucoup. Donc je pensais que c'était pas mal pour moi, pour mon CV, pour apprendre plein de trucs. Ouais. Et donc je suis partie là-bas en stage, mais alors c'était en coopération militaire. Ouais, non mais justement c'est intéressant parce que c'est un cadre un peu particulier donc... Ah oui, j'avais trop peur, j'avais pas du tout envie de travailler avec des militaires, j'étais là, ouais, là. Et c'était assez marrant en fait comme histoire. Après, bon,
Voilà, toujours est-il que je me suis retrouvée là-bas. C'était un peu compliqué parce que bon, la personne qui avait mis ça en place, c'était un lieutenant qui était parti, donc bon, bref. Finalement, j'étais quand même là en coopération militaire, mais il n'y avait pas vraiment de militaires prêts pour les cours de français. C'était pas du tout mis en place et c'était un peu à moi de mettre tout en place. Donc, je me suis débrouillée un petit peu comme j'ai pu, avec différents contacts, et je me suis retrouvée à enseigner le français, donc pour certains militaires, mais surtout pour les membres du ministère de la Défense, et en faire profiter aux autres membres, on va dire, des différents ministères. Parce que l'Estonie allait être à la présidence de l'Union européenne, je sais plus quand, 2 ans après, quelque chose comme ça. D'accord. Et du coup, ça faisait partie du processus de je sais pas quoi. Oui, bah c'est comme un peu à l'ONU, comme ça fait partie peut-être des langues officielles encore avec l'anglais. Non, c'est pas pour ça? Si, exactement, exactement. Et donc voilà, donc ça restait important pour eux de l'apprendre. Donc je me suis retrouvée à enseigner le français surtout à eux plus qu'aux troupes militaires en fait. C'était les mêmes cours, tu vois, les mêmes supports pédagogiques, parce que c'était des adultes déjà. Donc toi, t'avais jamais eu un public adulte. Si, en Turquie avant, j'avais travaillé En Turquie, avec c'était aussi avec des adultes. Ouais. C'était aussi Et des c'était adultes. là, en plus, il fallait peut-être développer tout un jargon technique plus spécifique, non? Je sais pas. Ouais, alors c'est ce qu'on appelle le FOS, c'est le français sur objectif spécifique. D'accord. Où en fait tu vas mener ton enseignement Orienté voilà, vers... par rapport à tel ou tel besoin. Ça arrive aussi d'enseigner le français pour des étudiants en sciences ou des étudiants en droit, et là ça va être pareil en fait. Donc c'est assez fréquent quand même de pas faire du FLE général, mais du FLE, ce qu'on appelle sur objectif spécifique en fait. Donc oui, il y avait un petit peu de ça, mais bon, pas tant que ça non plus, parce qu'ils étaient surtout débutants. Donc en débutant, l'idée c'était quand même de converser plus qu'autre chose. Et là en fait j'avais tout à faire. Je me retrouvais comme si moi-même j'étais une école de langue en fait, à créer les groupes, à faire des petits tests de niveau, à voir ok, qu'est-ce que je peux faire comme programme sur l'année pour tel groupe. Or généralement dans les instituts français ou Alliance française, il y a toujours un directeur des cours qui se charge de ça. Il y a un responsable pédagogique qui se charge de trouver quelle méthode on pourrait utiliser, de faire des référentiels, un peu comme des plans en fait, des plans de programme pour telle session, pour tel groupe. Et là en fait je me retrouvais un petit peu toute seule face à tout ça. Et donc j'avais tout à faire moi-même. Donc en ça c'était génial parce que ça m'a permis de toucher un peu à tout aussi, de faire les groupes, de préparer les plannings pour tout le monde, etc. Donc c'était intéressant. D'accord. Et en tout, voilà. t'avais combien d'élèves là dans ce... En Estonie, je sais plus, ils étaient quoi, 15 dans un groupe, 15 dans l'autre. Et dans le dernier, peut-être une petite dizaine. D'accord, donc une cinquantaine quand même, enfin une petite cinquantaine, quarantaine? Oui, peut-être. Petite quarantaine quand même de personnes à dispatcher selon un peu les niveaux. Ouais, enfin, ça fait ouais. quand même beaucoup de travail pour une personne, ça que je veux dire, c'est que t'as quand même 3 classes du coup avec peut-être des niveaux sensiblement différents. C'est ça. Et qu'il faut déjà préparer toutes ces classes-là. Enfin, pour chaque niveau et pour chaque classe, avec éventuellement des objectifs un peu différents aussi pour chacune. Ouais. Et faire le planning. Je te jure, les voisins. Et faire le planning sur les mois à venir, en fait, de se dire, ok, qu'est-ce que je veux qu'ils atteignent comme compétences dans les 3 prochains mois. Ok, ça et ça. Donc, et ça, généralement, bon, le prof le fait un peu, bien sûr, mais c'est vrai que quand tu travailles dans une école de langue, il y a toujours un responsable pédagogique qui prend ça en charge plutôt, c'est-à-dire le type de manuel à utiliser, les supports, les références, etc. Et là, c'est à moi de le faire. Mais super aussi. Hein. Ok, donc ça, Estonie, 1 an? Estonie, 1 an, effectivement, ouais. Après l'Estonie... où est-ce que je suis allée après l'Estonie ? Ah si, je suis partie au Maroc, en fait. Et donc là, cette fois-ci, c'était en contrat, donc j'étais en CDI. Un premier travail en CDI. Et comment tu l'as trouvé, par exemple? Parce que là, tu nous as expliqué un peu comment tu as atterri dans différents pays. Mm-hmm. Et là, le Maroc, donc quand tu reviens d'Estonie, je sais pas, tu repasses peut-être un peu dans ta famille ou peut-être chez des amis.
le temps de trouver une autre mission. Alors là, comment tu fais ? Est-ce que tu avais un pays déjà que tu voulais choisir ou Alors, pas particulièrement. Je savais que je voulais pas rester dans les pays du Nord, que je voulais pas un pays froid. Et c'était le plus important pour moi. C'était vraiment de ne pas me retrouver dans un pays comme l'Estonie, parce qu'après un an d'hiver estonien... Ça suffit. Voilà, j'avais eu ma dose en fait. Et ensuite, j'étais vraiment ouverte complètement à tout. Et j'ai commencé à regarder sur internet un peu. Il y a 2 sites très spécialisés en fait, sur lesquels il y a régulièrement. Tu peux les citer peut-être ? Ouais, il y a fleu.fr et françaisdanslemonde.org, c'est fdlm.org. Et sur ces 2 sites, tu as des rubriques stage ou bien emploi. Et franchement, il y a plein de trucs. Il y a des offres tout le temps, que ce soit en France, à l'étranger, pour du télétravail. Il y a vraiment des trucs tout le temps. Donc ces 2 sites sont vraiment très très bien si tu cherches du boulot là-dedans. En général, quand tu recherches maintenant un boulot, tu vas toujours sur ces 2 sites et c'est un peu ton... Voilà. Clairement. En France, peut-être un peu moins, parce qu'en France, il y a de tout sur Pôle emploi. Tu peux aussi trouver des trucs. Mais pour l'étranger, c'est ce que tu conseillerais, ce que tu fais toi-même. Pour les alliances françaises, instituts français, c'est clair. Pour les universités aussi, c'est clair. Et alors, du coup, comme généralement, t'es pas dans le pays quand tu postules, enfin, généralement, oui et non, mais je veux dire, il peut se trouver que t'es pas encore dans le pays avant de postuler. Comment ça se passe ? C'est des entretiens par Skype D'accord. Par Skype. Alors là, pour le Maroc, en plus, comment c'était passé ? Donc, j'avais envoyé mon CV, lettre de motivation, etc. Et avant de faire un entretien par Skype, il m'avait donné un travail à faire. Il m'avait dit, ok, quand tu es libre, on t'envoie un petit document. Et on te demande d'avoir 2 heures pour nous rendre un travail pédagogique, en fait, là-dessus. Ce que j'avais fait. Je sais plus vraiment sur quoi c'était, mais bon, un petit travail pédagogique de créer une trame, un support de cours à partir de tel document déclencheur, je sais plus ce que c'était. Mais bon, bref, il m'avait demandé un petit travail à faire, et après ça, j'ai eu un entretien par Skype. Et donc ça, c'était en juillet à peu près. Et donc grosso modo, au moment où je terminais mon travail en Estonie. Et c'était pour commencer mi-septembre. Donc ensuite, effectivement, je suis rentrée en France 1 mois. Et ensuite, boum, je suis partie au Maroc. Ok. Et donc au Maroc, c'était l'Institut français du Maroc, sur le site de Fès, qui est une ville dans l'Atlas. Ouais, au nord, ouais. Très jolie ville où on mange bien. Ouais, carrément. Donc là, ça va bien changer de l'Estonie aussi, mais bon, on parlera des commentaires plus tard. Ouais. Non, c'était assez intéressant. Et je me suis retrouvée dans cette structure où il y avait quand même 80 profs vacataires, donc du monde, et on était 3, puis ensuite 4 enseignants en CDI. Donc il y a du monde, en fait. Ça marche vraiment très très bien. Donc il y avait beaucoup de choses à faire. Et là, pour le coup, le public était assez différent, parce qu'on travaillait avec les enfants, avec des ados, avec des étudiants et avec les adultes. Donc il y avait vraiment tout type de public aussi. Encore une fois, à tous les niveaux, du A1 au C2. Voilà, moi j'ai postulé là-bas surtout parce qu'on me proposait de faire de la formation de formateur. Et c'était ce qui m'intéressait pas mal, dans la mesure où le master que j'avais fait auparavant, c'était là-dedans. En fait, il y avait une petite mention formation de formateur, en fait. D'accord, donc là, pour la première fois, tu vas avoir cette expérience-là. Et du coup, tu en as tiré quoi ? Parce que c'est vrai que c'est intéressant de former des adultes au métier de prof, entre guillemets. Quoi. Ouais. Mais en fait, c'était super chouette. Mais enfin, c'était vraiment très, très chouette. Déjà parce que la formation de formateur, ensuite, c'est... t'as différents sujets, on va dire, tu vois. Tu peux faire une formation sur les nouvelles technologies, une autre sur la phonétique, une autre sur les pratiques théâtrales, une autre sur l'écriture. À toi de choisir un petit peu ce qui t'intéresse. Et donc moi, j'étais hyper intéressée par le théâtre et par le français par le théâtre, ou bien quelle activité théâtrale tu peux faire en classe de langue. Donc j'ai beaucoup travaillé là-dessus. Aussi un peu sur la phonétique, et j'ai fait quelques autres petites formations. C'était en technique d'évaluation, des trucs comme ça, parce qu'il y a des critères très spécifiques aussi. Oui, c'est beaucoup plus cadré dans les alliances françaises que quand tu avais donné des cours, par exemple en Estonie ou... Vous êtes quand même libre. Enfin, tu vois, il y a un contenu pédagogique que l'Alliance française vous impose un petit peu de suivre.
ou C'est toujours ce même cadre européen qu'il y a pour les langues en fait. Le truc c'est que en Estonie j'étais déjà formée pour ça. Donc en fait moi la manière dont je préparais mes cours c'était aussi dans la même dynamique. D'accord. Donc ouais, à partir du moment où j'avais fait le master en FLE et où ensuite j'avais travaillé en Turquie, j'avais déjà bien tout ça dans ma tête. Donc ensuite en Estonie, moi j'ai remis ça en place si tu veux. Ensuite, qu'est-ce que tu entends par être libre au niveau de la manière dont tu prépares tes cours ? Ou est-ce que tu suis un manuel ou est-ce que tu prépares tes activités du point de vue de la forme et du fond, c'est-à-dire est-ce qu'effectivement tu as un manuel et tu dois le suivre absolument en termes de de pédagogie, est-ce qu'on t'impose une pédagogie plus qu'une autre, tu vois exactement pareil que les profs en France, tous les 3 ans, on leur impose de nouvelles règles, etc. Même en maternelle, c'est complètement n'importe quoi. Et ils ont plus du tout, ils ont un espace de liberté qui est hyper réduit. Donc toi, en tant que prof de FLE, est-ce que tu ressens aussi un peu quand même cette espèce de pression-là ou c'est quand même beaucoup plus libre Non, je suis quand même assez libre. Ensuite, je pense que la dynamique dans laquelle j'enseigne, c'est quand même celle qui est demandée dans les alliances aussi. Donc je pense qu'on est assez d'accord en fait sur la pédagogie à adopter et que pour ça, du coup, j'ai pas tellement de problèmes. Ouais, je pense qu'on est effectivement assez d'accord là-dessus. Ensuite, généralement, on a effectivement un manuel à suivre ou pas. C'est vraiment à toi de voir. Tu le suis, oui, comme trame pour avoir quelque chose d'un peu linéaire, en fait, pour avoir une sorte de fil conducteur tout au long de la session. Ensuite, si tu veux rajouter des documents, fais-le. Si tu veux ne pas utiliser tel document parce que tu trouves que ça correspond pas aux besoins du groupe ou je sais pas, tu changes, tu vois. Donc on t'oblige pas du tout à suivre le manuel à la lettre en général. En tout cas, de mon expérience, j'ai l'impression que personne va t'obliger à suivre exactement document par document un manuel. Mais on s'appuie quand même sur un manuel, on demande souvent aux étudiants de les acheter. Donc bon, autant l'utiliser quand même. Et généralement, il est pas trop mal non plus ce manuel. Donc ensuite, à toi de l'utiliser, d'en utiliser d'autres et puis de voir ce que tu peux faire, tu vois. Est-ce qu'on va contrôler un peu, je sais pas s'ils ont des épreuves à la fin, est-ce que toi tu as un bon taux de réussite dans ta classe, ou des choses comme ça? Alors c'est pas du tout contrôlé comme ça, en termes de taux de réussite ni quoi que ce soit, tu vois. En revanche, oui, généralement, quand tu apprends le français, c'est pour passer le DELF ou le DALF, qui est le diplôme en fait. Pour le français, un peu comme tu as le TOEIC, le TOEFL, etc. pour l'anglais, voilà. Tu as le DELF et DALF pour le français. Et donc, généralement, les étudiants veulent passer ce diplôme qui leur permet ensuite de devenir étudiant en France ou de demander parfois la nationalité avec le TCF, etc., etc. Donc, il y a quand même des diplômes en français qui sont importants. Et ça, c'est vraiment l'évaluation en tant que telle, quoi. Voilà, ensuite, moi, on va pas me dire, ah tiens, dans ta classe, il y a eu tant de pourcents. Peut-être qu'il y a des instituts qui le font, hein, je sais pas, mais en tout cas, bon. J'aime mieux à faire à ça. Donc toi, au Maroc, tu restes combien de temps? 1 an? Je suis restée 1 an et demi. 1 an et demi au Maroc, quand même, ouais. Je suis restée 1 an et demi au Maroc. Du coup, à enseigner le français, le FLE général. J'ai aussi eu du français sur objectif spécifique en travaillant avec des étudiants et à faire pas mal du coup de formation de formateurs, donc à former soit les profs vacataires, soit j'ai aussi travaillé avec d'autres profs en fait qui travaillaient dans des collèges et lycées privés. Quand tu te rends comme ça dans des pays, est-ce que de manière générale tu vas prendre des cours de la langue du pays ou pas du tout? Oh, ça dépend. Je l'ai fait en Turquie et au Maroc, mais j'ai pas fait en Estonie, tu vois, donc c'est vraiment... Du coup tu parles un peu arabe? Ouais, un peu. Un peu. Alors c'est pareil, il faut absolument que je le pratique parce que comme tout, tu l'oublies en fait. Et j'ai l'impression d'avoir un espèce de sac de langue que je maîtrise pas. Comment est-ce que tu as appris l'arabe? C'était dans la rue ou tu as appris des cours d'arabe? Alors j'ai appris pas mal dans la rue, mais j'ai aussi pris des cours en fait. Et j'ai appris, pour le coup, moi je m'intéressais vraiment à la darija ou à l'arabe marocain parlé et pas du tout à l'arabe classique parce qu'en fait c'était ce qui allait me servir le plus. Donc j'ai pris des cours de darija. Et ça, tu les as pris où? C'est l'Alliance française qui te proposait des cours ou toi, t'en as pris ailleurs? Non, ça arrangeait avec un prof. On a fait ça entre nous, en fait. D'accord. Avec un autre prof
pour qu'il nous donne des cours à moi et d'autres collègues. D'accord. Et voilà. Ensuite, avant, quand j'étais en Turquie, c'était l'Institut français nous proposait des cours niveau A1 pour avoir les bases de turc en fait. Et puis en fait c'est tout parce que tu vois en Estonie je me suis pas du tout intéressée à la langue et bon. Ouais. Mais en fait faut dire qu'à ce moment-là je revenais à peine de Turquie, j'avais encore envie de parler turc. J'étais dégoûtée du fait de savoir que j'allais perdre toutes les notions de turc très durement acquises, on va dire. Et je me retrouve dans ce pays où la langue sort encore de nulle part et je me dis waouh, je sais pertinemment que je vais rester qu'un an. En fait, j'ai pas envie quoi. Donc j'avais vraiment pas envie. Alors qu'en revanche, quand je suis arrivée en Turquie, je savais pas combien de temps j'allais rester. Je m'étais dit je peux rester le temps du stage, mais je pourrais rester travailler là-bas après, ensuite pourquoi pas. Donc j'avais pas vraiment de date limite dans ma tête et au Maroc c'était pareil. Je suis arrivée en me disant je sais pas trop quand est-ce que je vais repartir donc on verra. Donc à ce moment-là j'avais plus envie d'apprendre la langue en me disant je veux m'investir vraiment dans le pays aussi, tandis qu'en Estonie non, c'était vraiment... Tu savais que c'était un contrat d'un an juste et que t'avais pas forcément les pays du nord là, ça te botte moins. C'est ça, c'était une expérience mais je savais pertinemment que je voulais. Particulièrement. T'as moins d'affinité avec ces cultures-là, l'environnement, le climat. Ouais. C'est vrai que c'est pas évident quand même. Ouais. En Maroc, t'étais en CDI, mais du coup, t'as rompu le CDI ? Moi, j'ai démissionné. D'accord. Ouais, j'ai démissionné parce que je me suis dit, si je démissionne pas maintenant, je démissionnerai jamais. Et je vais rester travailler à Fès toute ma vie. Et ça faisait qu'un an et demi quand même. Oui, t'aurais pu te le dire dans 3 ans, tu vois. Je sens les choses comme ça. Non, ensuite, il se trouve que Fès, c'est une ville dans laquelle il n'y a pas une tonne de trucs à faire non plus. Donc c'est très, très, très tranquille, c'est magnifique. Au niveau du travail, c'était vraiment fantastique. Et moi, j'ai adoré bosser à l'Institut français là-bas. Les collègues étaient super, super chouettes. C'était vraiment très, très bien. Ensuite, c'est quand même très fatigant. Je pense qu'il y a d'autres villes au Maroc dans lesquelles c'est plus simple de vivre. Pourquoi c'est fatigant ? Du coup, parce que tu dis que c'est tranquille, mais à quel niveau c'est fatigant ? C'est hyper, hyper traditionnel en fait. C'est une des villes les plus traditionnelles du Maroc et tu le sens. Quand t'es nana, tu veux dire ? Ou quand t'es blanche, nana, c'est traditionnel, occidentale. c'est traditionnel sur tous les points, tu vois. Mais du coup, c'est d'autant plus dur à vivre quand t'es une meuf qui vient sans mari et qui a 30 ans et qui n'a pas d'enfant. Et D'accord. Donc, un peu dur pour ça. Oui, puis en même temps, effectivement, si tu veux avoir un copain, c'est compliqué, quoi. C'est ça aussi que tu veux dire ? Tout est un peu compliqué, en fait. Il y a toujours un peu des jugements un peu sur tout ce que tu vas faire et c'est hyper fatigant. Et tout le monde sait tout sur tout le monde. Ça a beau être une grosse ville, ça reste quand même un village. Donc c'est vraiment très fatigant là-dessus. Donc je savais que j'avais pas envie de rester dans cette ville non plus une éternité. Ouais. Et qu'il fallait que je me dynamise un petit peu et que je change d'endroit en fait, principalement pour ça. Et du coup, je suis venue sur Marseille. Et ça, c'était en février dernier. Là, il y avait cette opportunité où il y avait mon pote qui cherchait un coloc à ce moment-là. Je me suis dit, ok, tant mieux. Ça me laisse un pied à terre sur Marseille, endroit de me poser un petit peu. Parce que c'est ça, tu arrives en France, t'es au RSA, t'as rien du tout. Qui veut me louer un appart ? Ça va un être peu compliqué. dur. Et parce que justement, attends, c'est intéressant. Tu dis au RSA, mais c'est-à-dire que quand tu as... Ah oui, non, du coup, t'avais démissionné. Ouais. Parce que ça, on va y revenir peut-être un petit peu après, mais j'aimerais bien aussi après qu'on parle de toutes les démarches au niveau assurance, au niveau... Bon, bref, on va le faire après. Ok, bon. Une Donc, montagne vas-y, de papier. Fini sur le... Donc bref, toujours est-il que j'arrive en France, j'ai absolument rien, j'ai pas de travail ni rien du tout. Et donc je profite un peu du fait que mon pote a une chambre de libre et je me dis, bon, je vais me poser là. En fait, ça faisait très longtemps que je voulais bosser en France. Un petit peu dès le début, c'est seulement que je savais pertinemment que c'était plus simple pour moi de trouver du travail à l'étranger. Et donc je m'étais dit, d'abord va t'entraîner un petit peu, va pratiquer, et ensuite peut-être tu trouveras du boulot en France. Ce que j'ai fait, du coup j'ai pratiqué, j'ai fait de la formation de formateur aussi, donc génial. Et ensuite je me suis dit, maintenant on va voir ce qui se passe ici concrètement, le public n'est pas le même du tout, les attentes sont pas les mêmes, etc.
tu peux travailler dans l'Alliance française, mais il y a quand même plein de centres, plein d'associations aussi, où là, tu travailles plus avec les migrants, etc. Donc, oui, voilà, c'est justement c'est pas tous du tout le même les public. publics, c'est les associations d'aide aux migrants, ça va être des grandes écoles aussi qui accueillent, ou l'université par exemple qui accueille des étudiants étrangers. Ouais. Ça va être qui d'autre alors Il y a vraiment tout type de public. Alors ouais, les assos, clairement. Ensuite, il y a une alliance française à Aix-Marseille aussi. Donc là, l'alliance française, c'est plus pour des personnes qui viendraient ici, soit quelques semaines, soit carrément 1 an, et du coup qui payent des cours. Tu vois, ça reste une école de langue. La fac, bien sûr, la fac pour les étudiants étrangers, les Erasmus, etc. Tous les étudiants qui veulent s'inscrire en master, qui arrivent en France. Essentiellement, c'est ça. Hein. D'accord. Voilà, le travail qu'il y a à faire en France. Il y a plein de trucs, mais c'est un peu compliqué. En fait, en France, c'est hyper précaire. Et tu peux avoir un petit contrat, un autre petit contrat, un autre petit contrat. Et finalement, tu tournes avec 4 contrats. Grosso modo, c'est un peu ce qui se passe pour moi depuis 1 an. Mais ensuite, c'est très chouette parce que ça me permet de rencontrer plein de gens, de voir comment ça se passe dans cette ville. Parce que j'habitais pas ici avant non plus. Hein, donc, je découvre complètement, tu vois. Mais bon, mais c'est génial, ouais. Non, c'est vraiment pas mal. Et là, par exemple, depuis février dernier, j'ai bossé à plein d'endroits, en fait. Mais comment t'as eu justement des possibilités d'emploi, alors, concrètement ? Alors, j'ai envoyé mon CV, candidature spontanée. D'accord. Et c'était clairement ça au début. J'ai fait ça avec l'Alliance française, qui m'ont répondu assez vite parce qu'il se trouve qu'à ce moment-là, en fait, ils cherchaient un prof. Donc, j'ai fait ça, mais je me suis mise au statut d'auto-entrepreneur. Un statut catastrophiquement pourri, mais bon, bref, c'est encore une autre histoire. Je sais pas trop combien de temps je vais le garder, ce statut. Là, c'est la première année que je l'ai. Donc, du coup, t'as pas trop d'impôts à payer dessus. Exactement. Je sais pas si je vais le prolonger ou si je l'arrête dans pas très longtemps. C'est un peu la grosse question, mais bref. Du coup, au début, je me suis dit, la première année, c'est rentable, fais ça. Donc, j'ai fait ça. Du coup, je travaille avec l'Alliance française en auto-entrepreneur, qui me propose des heures à droite à gauche, certains mois plus que d'autres. J'ai commencé à travailler avec eux. Ensuite, j'ai travaillé en parallèle avec une asso qui s'appelle le CRFP. C'est un centre régional de formation professionnelle où en fait l'idée c'est d'enseigner à l'OFI. Je sais pas si ça te parle, l'OFI. L'Office pour l'immigration et l'intégration en fait. Et donc c'est... en fait, quand tu veux faire ta demande de titre de séjour, etc., on te demande d'attester de tel niveau en français. Et c'est hyper compliqué. Les cours pour l'OFI, c'est marrant parce que justement, j'en avais fait aussi au Maroc. En fait, à cette époque... C'était pour... Donc au Maroc, je travaillais avec des Marocains qui venaient en France pour du regroupement familial. Donc ils avaient un conjoint ou un parent qui habitait en France. Et donc ils avaient un petit test de niveau. Et s'ils ne réussissaient pas le test de niveau, qui était niveau A1, donc quand même pas mal débutant, ils avaient tant d'heures de formation linguistique, en fait, dans le pays d'origine. Et ensuite, ils repassaient un autre test à la fin de la formation linguistique. S'ils réussissaient le test, ils allaient en France. S'ils ne le réussissaient pas, ils allaient quand même en France, mais ils refaisaient une formation linguistique en France. D'accord. Ça, c'était il y a 2 ans à peu près, donc quand j'étais au Maroc, puisque du coup, j'avais aussi fait des cours dans le dispositif OFI. Donc, D'accord. Et ça, c'était vraiment, cette mesure concernait que les gens qui étaient en regroupement familial, enfin qui étaient candidats au regroupement familial ou qui étaient déjà sûrs de partir en France. Alors, je sais pas, parce qu'en fait, au Maroc, je travaillais uniquement avec des personnes qui partaient pour du regroupement familial. Je sais pas comment ça se passe pour les autres, et j'en avais aucune idée non plus. D'accord. Et en revanche, du coup, la loi a changé et maintenant, la formation linguistique se fait plus dans le pays d'origine, mais uniquement dans le pays d'accueil. Ce qui fait qu'en fait, il y a énormément de cours de FLE en fait, avec ce dispositif actuellement. Donc, s'il y a des profs de FLE qui cherchent du travail, dans le dispositif OFI, il y en a plein. Okay. Essentiellement via des centres de formation. Donc, comme là où j'ai travaillé. Voilà. Donc j'ai travaillé avec eux en fait, et c'était des cours A1 pour le coup. Donc formation linguistique avec aussi des petites sorties, etc. Oui, il y a quand même tout l'aspect culturel et... Ouais, c'était hyper intéressant aussi, très chouette. Et donc j'ai travaillé avec eux jusqu'en
jusqu'en décembre, là, jusqu'à mi-décembre à peu près. Et puis voilà. D'accord. Et là, actuellement, je continue encore à l'Alliance française et je fais des vacations à l'université aussi. Et donc là, pareil pour les étudiants étrangers. Et alors, oui, du coup, là, donc, t'es auto-entrepreneuse, mais avant, en termes de contrats, c'était quoi, des contrats locaux à chaque fois ? Ouais. Donc ça veut dire que, Ouais. pareil, moi j'ai un pote que j'avais interviewé aussi, qui a vécu 10 ans, 11 ans à l'étranger. Il a, du coup, 0 retraite, quoi. C'est ça. C'est ça, donc toi t'es dans le même cas de figure. Ouais, c'est à peu près ça. Alors, il y avait un petit truc différent, c'était au Maroc, où... alors, j'ai pas tout compris, parce que j'avoue que les papiers, je connais pas C'était un contrat grand-chose. français, du coup, parce que c'était en CDI. Alors, je sais j'étais pas quoi. quand même embauchée en contrat local, mais il y avait comme je sais pas, un arrangement, j'en sais rien. Je sais que finalement, je cotisais D'accord. pour différents trucs. Alors, je cotisais pas pour le chômage, mais je cotisais pour d'autres trucs. Ah, bah, Et pour ton donc, la assurance. retraite. Pour la retraite aussi, pour la sécu, et enfin, pour d'autres petits trucs. Donc, je sais que je cotisais pas pour avoir le chômage, mais pour la retraite, oui. Donc, au Maroc, en fait, oui, mais c'est vraiment parce qu'ils avaient un accord hyper particulier. Mais dans les autres pays, généralement, t'es toujours en Donc contrat là, ça local. fait plusieurs années quand même que tu bosses à l'étranger, et pareil, en étant en contrat local, à part cette petite exception-là, ça veut dire que pour l'instant, oui, t'as pas de retraite. Alors Non. même que tu bosses quand même Enfin, tu bosses pas mal depuis 5-6 ans, quoi. Ouais, exactement. Merci Je de me voudrais bien... rappeler. Je voulais pas te foutre un coup de débrief, mais à chaque fois, je trouve ça hallucinant, en fait. Parce que, surtout que c'est dans des... Lui, c'est pareil, il a bossé au consulat français, à Shanghai, pendant 5 ans. Et avant, il avait fait d'autres boulots, mais... Et je trouve ça incroyable que dans tous ces instituts français, enfin, comment dire, ces entités françaises à l'étranger, je trouve ça dingue que il y ait pas... Enfin, tu vois, que vous cotisiez pas pour votre retraite quand vous y travaillez. Après, Alors, il faut je trouve voir, ça, peut-être qu'il y a des arrangements qui sont possibles, comme c'était le cas au Maroc, en fait. J'avais une différence plus importante sur mon brut et net, au final, mais je cotisais quand même pour la retraite à ce moment-là. Donc, peut-être que dans d'autres instituts, c'est aussi possible de faire ça. Je sais pas du tout, tu vois. D'accord. Pour te recréer un peu un réseau sur place, que c'est pas évident, parce que à chaque fois tu restes entre quelques mois et un an et demi. Comment tu procèdes ? Est-ce que tu vas par exemple t'inscrire dans des assos pour faire, je sais pas, de la danse ou une activité culturelle ? Ou est-ce que c'est souvent, tu vois, tes collègues avec qui tu vas sortir, enfin je parle de sortie, voilà, aller boire des verres, etc. Et même sentimentalement, comment ça se passe aussi, parce qu'effectivement, c'est jamais facile comme ça, de passer 1 an et demi, 1 an. Ouais, donc quand t'arrives dans un nouveau pays, ça te demande énormément d'énergie, parce que c'est, allez hop, je connais personne, on va aller voir tout le monde. Je me suis jamais inscrite dans une asso de danse ni quoi que ce soit particulière, déjà parce que souvent à l'étranger, la culture ça marche pas forcément comme en France, t'as pas forcément des maisons pour tous où tu peux faire du taekwondo, tu vois, c'est très différent encore. En revanche, à l'étranger, c'est toujours plus simple de se faire des potes, je sais pas trop pourquoi, l'amitié vient plus vite, j'en sais rien, c'est plus intense. Avec les locaux comme avec les étrangers, il y a... Mais parce que t'as peut-être aussi ce caractère-là, tu vois. Oui, mais il y a un truc à l'étranger quand même qui fait que tout est accéléré. Et dans l'amitié aussi, en fait, c'est accéléré, donc c'est très très chouette. Mais du coup, ça va beaucoup plus vite qu'en France, tu vois. Et je sais pas trop comment j'ai fait à chaque fois, je pense que je suis partie boire des coups et puis je suis assez sociable aussi, donc voilà quoi. À force d'aller boire des pots avec telle personne, bon ben ensuite tu connais vite plein de monde, tu vois. Et puis effectivement, quand t'arrives dans une nouvelle ville, dans un nouveau pays, t'as envie de tout découvrir. Donc t'es à fond, t'as la pêche, t'es motivé pour tout faire, pour aller tout voir, pour sortir à Bâle, t'es motivé pour faire plein de trucs. Mais c'est hyper fatigant, mais c'est génial. Et aussi, je sais pas, il y a plein de gens que j'ai rencontrés en cherchant des colocs, enfin des trucs vraiment à la con, tu vois. Oui, parce que ça aussi, ça prend pas mal de temps et d'énergie de trouver un logement, parce que c'est jamais les alliances françaises ou les employeurs sur place qui se chargent de t'en trouver un. Non, ça c'est doit toujours te loger, toi ouais. qui dois galérer. Alors bon, je sais pas si ça passe par internet. Ouais, t'es plus Craigslist, etc. Et généralement, t'étais en coloc avec des expats ou des locaux ? En Turquie, on était combien ? 1, 2, 3, on était 4. Et donc il y avait 2 Turcs, moi et ma coloc qui était aussi prof de français
à l'Institut. En Estonie, j'étais en coloc, on était 2 avec une Finlandaise pour le coup. Et au Maroc, j'étais en coloc au début avec des Américains et ensuite avec une Libyo-anglaise et ensuite avec son frère. Donc ça dépend des fois. Et sinon, alors, truc un peu chiant, enfin, en ce qui me concerne, bon, c'est vrai que c'est souvent ces choses-là qui me gonflent. En termes d'assurance, voyage, tu sais, de visa, de choses comme ça, comment tu te débrouilles quand tu vas travailler à l'étranger ? Ouais, c'est la merde, ça, c'est vraiment la merde, quoi. Et en plus, je pense que je suis vraiment pas du tout un exemple parce que j'ai souvent pas de mutuelle et je fais, on espère qu'il va rien se passer, mais non, c'est vraiment la merde. Tu prends jamais d'assurance voyage ? Quand je suis partie au Pérou, oui, j'en ai pris une. Sinon, en fait, en Estonie, il y en avait une avec le travail. En Turquie, j'avais rien du tout, je crois. Non, rien. J'avais pas de mutuelle, rien. Au Maroc, j'avais pas de mutuelle non plus, j'avais une sécu, mais j'avais pas de mutuelle. Non. Et ensuite, au Maroc, j'ai dû faire un visa de travail. Ils m'ont fait une carte de résident au Maroc. J'ai aussi une carte de résident en Estonie et une autre en Turquie. Mais c'était des papiers compliqués. Mais alors, attends, carte de résident, c'est-à-dire qu'il faut... Bon, c'est l'employeur qui te... Enfin, comment ça fonctionne ? Quand tu veux obtenir une carte de résident, c'est parce que c'est l'employeur qui te demande ça ou c'est pour toi vis-à-vis de l'État ? C'est par rapport au pays, en fait, parce que souvent, tu peux pas rester dans le pays plus de 3 mois, tu vois. D'accord, mais du coup c'est-à-dire que c'est l'employeur qui doit signer ce papier-là et te le... Enfin, comment Franchement, ça dépend. Au Maroc, ils m'ont un peu tout fait, donc c'était cool. Enfin, c'est-à-dire qu'ils m'ont passé le contrat de travail, etc., pas de problème. Et après, il fallait aller voir, je sais plus qui, administratif, je sais pas quoi, pour faire tous ces papiers, mais pas de problème. Fallait payer un petit peu un terme fiscal de je sais plus quoi. Mais c'était pas très très compliqué. En Estonie, je sais plus comment j'avais fait, mais c'était pas trop compliqué non plus. En Turquie, c'était beaucoup plus compliqué. Turquie, c'est vraiment pas mal la merde à ce moment-là. Pour d'autres histoires, en fait. Bon. C'est-à-dire au niveau administratif ou... Ouais, au niveau administratif, c'était plus compliqué. Mais je sais plus exactement pourquoi, en fait. Je sais qu'il y avait des problèmes entre l'Institut français qui n'était pas reconnu comme un institut et du coup on pouvait pas vraiment travailler pour cet institut. Je sais plus exactement comment c'était, mais il y avait une espèce de vieille magouille qui faisait que c'était compliqué et qu'il fallait des papiers. Donc du coup pour récupérer des papiers qui en même temps d'une institution qui n'était pas officielle, c'était compliqué du coup. C'est ça, tu peux pas vraiment dire que tu travailles là, du coup tu dis que tu viens étudier le théâtre ou je sais pas quoi, n'importe quoi, tu vois. Ouais. Donc c'était assez... C'est un peu le statut de certains salariés devant Pôle emploi, tu sais. C'est un peu les intermittents qui sont plus vraiment intermittents, qui font en même temps un peu de salariat, mais en fait plus vraiment, et puis qui sont parfois dans les études, mais en fait ils sont pas considérés vraiment comme étudiants, enfin bref. Ouais, c'est un peu le bazar. Mais donc, dans le permis de travail, c'était assez compliqué, et les mutuelles, bon, je suis un peu un exemple, j'en prends pas en fait. Donc, d'accord. En croisant très fort les doigts. Pour que oui, ça peut être, c'est vrai que ça peut être un peu... ça peut être un peu dangereux, quoi. Ouais. Surtout, plus tu vieillis et plus faudrait y penser en fait. Ouais. Sans vouloir te mettre un pied dans la tombe. C'est la fille qui la déprime. Elle vient lui faire mais du coup, le t'auras pas de retraite, mais du coup, pas de mutuelle. Coucou. Il y a la radio à la maison. Donc oui, du coup, là t'es installée à Marseille depuis, ça fait quoi, 1 an et demi, c'est ça ? Non, juste 1 an, depuis février dernier, Ouais, et là, tout à l'heure, tu m'en parlais un peu, mais tu prospectes un peu, peut-être à l'étranger, t'as encore la bougeotte, tu veux encore te poser un peu. Ouais, je peux pas m'empêcher de regarder un petit peu ce que je vois sur le net, et ensuite c'est aussi pour moi de me dire, ok, qu'est-ce qu'on propose actuellement comme travail, plutôt dans quel pays, pour quelle rémunération, quel type de travail, etc. Donc j'aime bien savoir grosso modo ce qu'il y a dans le monde en fait, ce qu'il y a comme offre d'emploi. Ça veut pas du tout dire que je vais partir maintenant, là je suis bien ici, je vais rester encore un petit peu ici. Après bien sûr que j'aurai envie de bouger quand même, ouais bien sûr, mais je sais pas encore trop où, mais j'aime bien regarder, c'est ça, ce qu'il y a, et puis non, parce que quand je sentirai, je partirai. Ouais, et puis il y a aussi maintenant, enfin t'es trentenaire. Et non, c'est ça, trentenaire. Ouais, c'est ça, 31. et du coup, il y a aussi le fait que quand t'es en couple, c'est peut-être aussi plus compliqué de partir à l'étranger, non ? C'est peut-être plus compliqué, ouais. Mais c'est peut-être faisable aussi.
Avec le mec ou sans le mec, tu veux dire? Bah avec, hein, parce que sans, moi du coup c'est complètement faisable tout le temps, mais c'est moins rigolo. Du coup, vous êtes à peu près sur la même longueur d'onde là avec ton mec actuel. Lui aussi, il serait prêt à partir comme ça plusieurs mois, un an. Ouais. Il est plutôt dans le même délire, quoi. Ouais, sans du tout faire un projet concret ni quoi que ce soit, tu vois, mais dans la manière de voir la vie, je crois que là-dessus. Il a un boulot aussi comme ça, comme toi, un peu flexible, où il peut travailler un peu de partout ou Pas tellement, il peut pas travailler dans tous les pays, mais dans certains, oui. D'accord. Bon, à voir, tu vois, à voir. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que je pense que moi, ça me rendrait folle et je pense que ça le rendrait fou aussi de rester un peu habité dans la même ville tout le temps, longtemps, tu vois. Ouais. Et donc, je pense que c'est très bien pour un temps et après, pourquoi pas bouger. Enfin, moi, je sais tellement pas ce qui va se passer dans l'avenir que j'ai pas du tout envie de faire des plans sur la comète ni quoi que ce soit. Mais en tout cas, de savoir que, il y a cette possibilité-là de continuer à bouger un petit peu, de faire d'autres trucs après. D'accord. Ok. Et donc, je te le disais aussi, il y a quelques jours, j'ai fait une autre interview avec une grande voyageuse qui est souvent sur les routes depuis 2013. Et je lui ai parlé du sentiment de décalage qu'on peut parfois ressentir quand on est expatrié ou qu'on fait des voyages au long cours, tu sais, et qu'on revient, qu'on repart. Toi, c'est un sentiment qui te parle, ça ou... Ouais, si j'ai bien compris ce que tu voulais dire. Mais je pense que oui, en fait, c'est aussi pour ça que je voulais vraiment entrer en France parce que en fait, j'ai l'impression de ne plus suivre du tout ce qui se passait. Ça fait genre 5 ans que je suis plus dans ce pays, je sais pas ce qui se passe en fait. Je sais qu'il s'est passé plein de trucs, j'ai pas forcément raté grand chose, manif pour tous, etc. Tu vois. Mais bon, n'empêche que finalement, c'est des trucs que j'ai pas vécu du tout. Et je me rendais compte que le pays changeait vachement et que j'avais beau suivre un petit peu en regardant les infos ou quoi, ou différents articles, c'est vraiment pas la même chose que de vivre dans ce pays. Et ça me manquait assez. Donc j'avais quand même très envie de retourner en France plus que 3 semaines, parce que finalement ces dernières années, je rentrais juste 1 mois assez rapidement, mais pas plus. Donc j'avais envie d'y passer plus de temps pour me dire, ok, comment ça se passe maintenant la vie ici. Et j'aurai le même problème en continuant à bouger. Je pense que ça va continuer à me manquer après. Peut-être que je reviendrai encore. Et bon, je sais pas, tu vois. Mais en tout cas, ça, c'est à peu près sûr qu'il y a toujours un peu... C'est ça que t'appelais le décalage ? Un sentiment de décalage, ouais. Alors après, c'est vrai que c'est difficile à définir, mais... En fait, c'est un peu bizarre au début, quand tu rentres à peine... d'une expérience à l'étranger, c'est assez étrange parce que t'arrives dans un pays où boum, tu comprends tout le monde comme ça, donc t'es dans le bus et t'écoutes toutes les conversations sans faire exprès, en fait, elles te rentrent toutes dans la tête parce qu'en fait t'es pas habitué à ça. Et généralement quand t'es à l'étranger, il y a le côté génial où tu maîtrises pas forcément à fond la langue locale et en fait c'est très reposant de pas forcément comprendre ce que les gens disent. Et là tu te retrouves en France à tout comprendre. Et c'est pas forcément génial en fait de tout comprendre. Ouais, il y a aussi ça, ouais. Des fois c'est pas top. Ouais, non, mais bon, et donc ouais, ça c'est assez étrange quand tu rentres. Ensuite, je sais pas, on s'habitue vite, ou en tout cas moi non, mais ouais, c'est même par rapport aux relations amicales, familiales que tu peux garder en France. Tu vois, c'est même par rapport à eux, ce sentiment de décalage qu'il peut y avoir avec leurs problématiques personnelles à eux, tu vois, qui sont plus sédentaires. Et puis toi... qui n'a pas du tout la même vie, qui n'a pas le même quotidien. Bon, mes potes, ils voyagent quand même pas mal et oui, ils bougent aussi. Bon. Donc, il se trouve que dans mon entourage, tout le monde se promène pas mal, franchement. D'accord. Et moi, les 3/4 de mes potes ont habité à l'étranger aussi ou continuent à voyager, etc., assez régulièrement. Donc, il n'y a pas tellement de décalage en fait entre moi et mes amis, je crois. On a tous un peu la même manière de voir la vie aussi. Donc voilà. Et par rapport à ma famille, bon. Je sais pas. Je sais pas quoi dire. Enfin... D'accord. Ouais. C'est-à-dire que quand j'étais à l'étranger, je les voyais 1 fois par an quand je rentrais. Bon, maintenant je suis à Marseille, je les vois pas beaucoup plus en fait. Mais bon, en fait, c'est juste que chacun fait sa vie aussi. Mais je sais pas si le fait d'être à l'étranger ou pas, ça change quoi que ce soit en fait. Aucune idée. Bon sinon, là ça fait quand même déjà 1 heure, hein. Et puis ouais. Comme j'arrivais plus à faire de phrases, et toi tu commences à fatiguer aussi. Est-ce que, de toute façon tes projets de 2018 pour l'instant tu restes un peu à Marseille ? Ouais, 2018, voilà. Marseille. Et est-ce qu'il y a des choses sur lesquelles tu souhaiterais revenir et dont on n'a pas encore parlé ?
Non, je sais pas, je pense un peu à rien. Oui, t'as une question. Tu te sens pas un peu expat à Marseille? Pourquoi? Parce que c'est pas ta ville où t'as grandi? Ou tu te sens non. de retour en France? Non, parce qu'en fait j'ai habité dans plein de villes en France. Et la ville dans laquelle j'ai grandi, c'est une ville dans laquelle j'ai pas mis les pieds depuis 10 ans. Donc, je m'y sens pas particulièrement chez moi non plus, tu vois. Donc, J'étais curieux. Marseille, pour moi c'est un peu comme les autres villes, tu vois. J'étais à Nice, à Paris, à Nantes. Bon, c'est une autre ville en France, tu vois. En Turquie, il y avait plein de trucs que franchement je comprenais pas, j'étais là, mais complètement absurde ce truc. Et du coup, forcément, je trouve ça génial. Donc c'est plein de petits trucs. Au Maroc, pareil aussi, et plein de trucs assez impressionnants. Mais ensuite, tu regardes en Estonie, il y avait des gens qui étaient complètement barrés aussi. Il y a un million de petits trucs en fait. Ensuite, ce qui est génial, c'est justement être étonné dans chaque petit truc du quotidien. Justement, grâce aux différences culturelles qui font que parfois on se comprend à fond et parfois vraiment on se comprend pas parce que ma normalité n'est pas du tout la même que ta normalité, du coup on se comprend pas, mais parfois c'est génial aussi en fait. Ce 5e épisode est désormais terminé et s'il vous a plu, je vous invite à vous abonner sur iTunes et SoundCloud afin d'être tenu informé des nouveautés. Un grand merci à Cécile pour avoir pris le temps de revenir sur son expérience et à très vite sur le blog. Ciao.